Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, installez-vous confortablement, c'est 24 heures en Alsace, 1 heure d'actualité régionale. Je vous emmène autour du monde aujourd'hui, rien que ça, grâce en fait à Éric Bellion, navigateur. Il a bouclé le dernier Vendée Globe, cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Il s'est filmé en cours de route, il nous en a sorti un film présenté ce soir à Strasbourg et sur les écrans des cinémas d'ici une dizaine de jours. On parlera humour aussi avec le festival d'humour du Pays Rhénan, 4e édition de ce festival du côté d'Erlisheim, 2 jours de spectacle de one-man show et d'artistes et de jeunes artistes à découvrir. On parlera terroir évidemment comme chaque jeudi avec Valérie Zago, direction Roufac et ses superbes vignobles et tous les bons plans de Valérie évidemment dans Épicurien. Et puis en fin d'émission, les bons plans logement, gros plan sur les résidences seniors. À qui ça s'adresse? Qui y a droit? Le maire de Markolsheim fera le point avec nous sur cette question qui vous intéresse certainement. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Camille Roland. Bonsoir, à la une de l'actualité alsacienne ce soir, acte 12 pour les Gilets jaunes. Alors que le mouvement s'essouffle, la lutte continue dans la région. Les journées universitaires sont de retour au parc des expositions à Strasbourg. Et puis, nous partirons à la découverte de la cuisine japonaise au lycée hôtelier Alexandre Dumas. Mais on commence avec du football et un soir de fête hier à la Méno. Irrésistible depuis le début de l'année, le Racing s'est en effet qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Tout avait pourtant mal démarré quand après un quart d'heure de jeu sur ce corner, Binguru Kamara relâche le ballon sur Sankaré qui ouvre la marque. 1-0 pour Bordeaux, c'est le score à la mi-temps. Mais dès le retour des vestiaires, le Racing enflamme le match. Le centre de Kenny Lala est repoussé, mais revient sur Ludovic Ajorc qui égalise. À peine 5 minutes plus tard, Kenny Lala trouve cette fois Lebo Motiba 2-1 pour le Racing. La Méno chavire encore quand sur ce coup franc, la remise de la tête de Ajorc trouve Lebo Motiba. En 15 minutes, le Racing a gagné le match. Bordeaux réduit le score dans les dernières minutes, mais le Racing ne lâche pas son billet pour la finale. Le 30 mars prochain, les Strasbourgeois affronteront Guingamp en finale à Lille. 8 ans après avoir été placé en liquidation judiciaire et être reparti de 5e division, le Racing tentera de décrocher un nouveau trophée et de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Après 12 semaines de manifestations, le mouvement des Gilets jaunes continue. Le prochain rendez-vous est donné samedi devant le Parlement européen à Strasbourg. En marge de cette manifestation, les Gilets jaunes d'Erstein et alentour déposent des questionnaires dans les boîtes aux lettres. Le but, mobiliser un maximum de citoyens. Cécile Motz est allée à leur rencontre. Y a-t-il une vie après les ronds-points? C'est dans leur QG à Erstein que certains Gilets jaunes préparent la suite. Et ici, elle prend la forme d'un questionnaire. 2 pages pour rassembler les revendications concernant le pouvoir d'achat, la fiscalité, les services publics, l'État et la citoyenneté. 12 000 seront ainsi distribués dans les prochains jours dans les boîtes aux lettres des habitants d'Erstein et des communes alentours. Il faut absolument mobiliser le plus de gens possible et nous sommes intéressés par leur avis. Et ce questionnaire est simple, il suffit qu'ils le remplissent s'ils veulent, c'est libre de leur choix. Ils ne sont pas obligés de mettre leur nom ou prénom ou leur fonction. L'idée aussi, c'est de contourner l'absence de réunions qui sont malheureusement assez peu organisées, surtout en milieu rural. Donc on va introduire le débat Macron directement chez les gens. On lâche rien sur tous les plans et là on est sur quelque chose de plus réfléchi, voilà, qui s'inscrit un petit peu dans la durée et dans le débat que souhaite Macron. Il ne pourra pas être dit qu'on n'a pas saisi l'occasion de faire parler, d'échanger, de faire réfléchir les gens et surtout d'en faire part. Le questionnaire peut être envoyé par email ou remis directement au quartier général d'Erstein. Les Gilets jaunes seront également devant les mairies le 23 février. Puis, il s'agira de réaliser une synthèse et de la faire parvenir au gouvernement. Et pour les engagés de la première heure, ce n'est que le début. J'aimerais réunir tous les Gilets jaunes afin qu'on puisse parler avec les forces de l'ordre, que ce soit policiers, CRS, gendarmes, qui nous écoutent bien. Nous sommes en train de nous battre des citoyens contre citoyens. On a créé plusieurs choses et là aujourd'hui, moi je pense que ça peut continuer et on peut encore monter plus loin. On fait le maximum parce qu'il y a des choses à faire des deux côtés, que ce soit dans la rue ou que ce soit plus
plus démocratiquement, quoi. Hein. Faut qu'on essaye de tous les côtés, hein. On n'arrêtera pas. La mobilisation continue donc tout azimut. Ils seront samedi matin à Strasbourg et devant le Parlement européen. Un salon pour préparer son orientation. Les journées universitaires, c'est près de 700 formations et 130 exposants de l'enseignement supérieur réunis au parc des expositions du Wacken. L'occasion pour les milliers de jeunes de choisir leur future formation et se préparer à la vie étudiante. Zoom sur l'apprentissage avec Adeline Piron. Et après le bac, tu fais quoi ? Les lycéens connaissent bien la question et pour y répondre, ils se sont donné rendez-vous aux journées universitaires ce matin. Parmi les formations proposées, celle de l'apprentissage rencontre un succès grandissant. Ce sont des formations alors qui se développent beaucoup, que les jeunes demandent de plus en plus, puisqu'elles permettent d'allier vraiment à la fois une formation universitaire et une première expérience en entreprise. Les apprentis en fait sont rémunérés, donc c'est un certain pourcentage du SMIC. Donc ça peut aller de 27% du SMIC jusqu'à 100%. Et donc pour les apprentis, leur formation est également gratuite. Donc c'est effectivement un élément qui attire de plus en plus de jeunes. L'apprentissage après le bac, c'est donc possible. Si la voie n'est pour le moment pas royale, elle tente à s'étendre. Tous les domaines sont concernés et à tous les niveaux. Du bac+2 au bac+5, ces formations permettent une plus grande professionnalisation. Il va y avoir une professionnalisation par rapport au métier. Par exemple, si on est dans un service ressources humaines ou chez un notaire, on va pouvoir voir vraiment la réalité du métier, ce qui se passe durant une semaine et sur une année, avec tout ce qui peut se produire, par exemple les aléas, parler à des clients, ce genre de choses. Mettre la main à la pâte, c'est ce dont a envie cet élève de terminale. Je voudrais faire un BTS en alternance parce que c'est une expérience en plus. C'est un côté plus pratique aussi que juste les cours théoriques et tout. Et je trouve qu'on a déjà fait assez de cours en salle et tout ça. Donc il faut changer un peu. Et je trouve que être avec une entreprise, ça permet de mettre en pratique aussi tout de suite ce qu'on apprend en cours. C'est surtout pour le futur. Après, quand on va voir des entreprises, déjà souvent l'entreprise avec laquelle on a fait en alternance, ils nous gardent encore. Et puis sinon, quand on voit des entreprises, on peut leur dire j'ai déjà fait 2 ans en alternance, j'ai déjà une petite expérience et tout ça. Et c'est un plus vraiment. Si les lycéens ont fait leur choix, il ne reste plus qu'à formuler les vœux sur Parcoursup et à convaincre les parents. Rencontre entre la cuisine japonaise et française. Dans le cadre de la semaine de la gastronomie, 4 chefs japonais sont venus présenter leur savoir-faire aux élèves du lycée Alexandre Dumas à Elkirch-Gravenstaden. Au programme, des ateliers de recettes traditionnelles et duos de culture culinaire en pâtisserie. Plus d'explications en images. D'abord, on va mettre tous les fruits. Donc il y a pamplemousse rose et le grenade qui apporte texture et la couleur. Couteau affûté, présentation faite, les lycéens passent directement à la pratique. Cet après-midi, dans les cuisines du lycée hôtelier d'Ilkirch, les chefs japonais sont venus montrer leur savoir-faire et présenter des plats traditionnels de leur pays. L'enjeu, découvrir une culture culinaire étrangère et entre les saveurs japonaises et les recettes françaises, la compatibilité est bien là. Kaika Nagae, chef pâtissière, a fait de cette double culture une force. J'ai exprès choisi la recette très traditionnelle française pour dire que c'est avec l'ouverture de l'esprit, on peut intégrer plein de choses à sa propre vision. Donc j'ai utilisé yuzu, on peut utiliser le citron jaune, orange, tout tas d'autres choses, comme ça pourrait être d'autres agrumes mexicains ou d'autres choses. Voilà. Et qu'il n'y a pas de frontières dans la cuisine. Les ateliers s'enchaînent tout au long de l'après-midi. Utilisation des produits japonais comme la farine de riz dans les desserts français ou encore dégustation de saké pour les sommeliers. Ce panorama de la culture nippone offre aux lycéens des compétences pour leur avenir professionnel. Les compétences au niveau de la pâtisserie, là on va être vraiment sur la malléabilité des produits, la connaissance au niveau des nouveaux produits et les produits internationaux. Donc ça leur fait une ouverture d'esprit par rapport aux produits français. La valeur supplémentaire, c'est surtout de pouvoir se diversifier demain par rapport à la clientèle de la restauration française. Et de plus en plus, la cuisine française s'ouvre sur le monde. Donc on est obligé de découvrir ces nouveaux produits pour les intégrer et capter une nouvelle clientèle. Et les élèves ont beaucoup à apprendre puisque les différences entre les cuisines japonaises et françaises sont nombreuses. Ainsi, ce voyage culinaire au pays du soleil levant est avant tout un moyen pour les lycéens de développer leur propre cuisine et pourquoi pas de susciter des vocations.
Côté éducation toujours, mais cette fois-ci en sport. Les lycéens mettent cette semaine les cours entre parenthèses pour se confronter sur un terrain de basketball. 8 équipes féminines et 8 masculines venues des 4 coins de la France s'affrontent à Colmar depuis lundi, à l'occasion du championnat de France de l'Union nationale du sport scolaire. Un reportage de Marine Zis. Voir un match officiel de basketball dans un gymnase un après-midi en pleine semaine, ce n'est pas habituel. Et pourtant, le complexe sportif de la Montagne Verte à Colmar accueillait aujourd'hui les finales du championnat de France UNSS. L'occasion pour les élèves de différentes sections sportives de se confronter à d'autres joueurs et surtout de rêver pourquoi pas au titre de champion de France qui permettra de se qualifier pour le championnat du monde. Jouer un championnat du monde, c'est pas donné à tout le monde. Même une finale de championnat de France, des personnes n'en joueront peut-être jamais. Donc bien sûr qu'on doit prendre plein de plaisir à faire ça et on doit profiter de chaque moment. Tout au long du tournoi, les acteurs de la compétition, ce sont les joueurs bien sûr, mais pas que. Thibaut n'est pas basketteur et pourtant il participe bel et bien au championnat. Il fait partie des jeunes reporters. Le rôle principal des jeunes reporters, c'est de transmettre ce qui se passe, les informations, par exemple là, les résultats des matchs, aux familles ou aux gens qui ne participent pas à l'événement. Ça me permet déjà de participer au championnat, oui, et ça me fait vivre ma passion parce que j'aime beaucoup ça. Comme lui, d'autres lycéens non basketteurs prennent part à l'événement en tant qu'opérateurs de la table marque, arbitre ou encore jeune coach. C'est de permettre aux élèves qui n'ont pas tous des qualités sportives exceptionnelles de quand même intégrer l'UNSS et de partager plus que du sport parce que c'est notre maxime à l'UNSS. Au-delà de l'enjeu sportif, l'UNSS c'est surtout le moyen de former les citoyens de demain dans un cadre différent de celui des cours obligatoires. Et dans la région, ils sont nombreux à prendre part à ces activités extrascolaires. C'est à peu près 40 000 licenciés dans les 265 collèges et lycées de l'Académie de Strasbourg qui sont affiliés à l'UNSS. Le prochain temps fort du UNSS pour les basketteurs, ce sera au mois d'avril pour le championnat du monde en Grèce. Un lycée angevin représentera la France chez les filles. Chez les garçons, il s'agit d'un lycée de Chalon-sur-Saône. Les Rouges ont remporté le titre de champion de France en fin d'après-midi face à une équipe alsacienne en bleu, celle du lycée Marc Bloch de Bischheim. Les prix du patrimoine fêtent cette année leur 3e édition. Créés par les notaires du Haut-Rhin, ils permettent de récompenser les réalisations qui défendent le patrimoine dans le département. Céline Marie Gésier a reçu un prix pour sa monographie « La couleur pour chemin », un livre dédié à son père, l'artiste Pierre Gessier. Nora Boiriwa. La couleur pour chemin retrace les 60 ans de création du peintre et céramiste sungovien Pierre Gessier. Derrière la plume, sa fille, Céline Marie Gessier, elle a ainsi voulu rendre hommage à son père décédé en 2007. Je dirais qu'il y a des jalons importants qui sont ceux, notamment bien sûr quand il sort de l'école des Beaux-Arts à Paris, qu'il a eu sur concours d'entrée quand il avait seulement 20 ans. Et ensuite, deuxième période clé, il est passé par son service militaire, où il est resté 28 mois en Algérie. Deuxième période clé, puisque là, il a découvert d'autres couleurs aussi, par rapport à son Songo natal, on va dire peut-être plus vive, en tout cas, quant à la lumière. Et puis ensuite, c'est le mariage, bien évidemment, prochain jalon, où il rencontre ma mère et en l'occurrence, il découvre plutôt la palette des bleus et des ocres avec la Bretagne, puisqu'elle est bretonne. Pendant 8 mois, Céline Marie Gessier a dû faire l'inventaire de l'ensemble des réalisations de son père, qui produisait une centaine d'œuvres par an. Pierre Gessier porta haut et fort les couleurs de l'Alsace en France, mais aussi par-delà nos frontières. Il y a notamment une magnifique œuvre qui représente surtout le village natal de sa maman, en l'occurrence Buttevillers, qui a été passé sur Pékin, qui est à Canton, qui a fait un voyage parce qu'une commission culturelle avait remarqué ses œuvres, justement, en l'occurrence au Salon des artistes français. Avec cet ouvrage, Céline Marie Gessier espère bien remporter le prix du patrimoine, décerné par les notaires du Haut-Rhin le 8 février prochain. Le vote se fait en ligne sur le site web du journal L'Alsace jusqu'au 3 février à minuit. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Place à l'image du jour d'Olivier Anne. C'est un objet unique au monde qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. Il s'agit d'une barrique de vin
en cristal. Elle trouve place au château Laforie-Péraguet en Gironde. Elle a été réalisée pour les 400 ans du château. Seuls ses cerceaux sont en cuir, tout le reste est en cristal jusqu'au rivet. Il aura fallu 2 ans de préparation, 2000 heures de travail et 12 corps de métier pour créer cet objet d'exception, assemblé et décoré à la manufacture Lalique de Vingen-sur-Moder. La barrique pèse 400 kg et remplie de 225 litres de sauterne. Sur son fond transparent, on peut y voir la gravure de René Lalique, femme et raisin. Cet objet bien trop fragile et trop lourd pour être utilisé orne aujourd'hui la vinothèque d'un chai du château, aux côtés d'autres objets hors du commun en cristal, comme une impériale et une caisse transparente de 6 bouteilles. Seul mystère, le prix, qui n'a pas été révélé. Merci beaucoup Camille Roland pour ce JT. On vous retrouve demain bien sûr pour les infos régionales et on va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission. Valérie Zago avec qui on parlera terroir, Éric Bellion et Patricia Riguer pour le festival d'humour du Pays Rhénan. Ce sera au menu de ce vendredi et de ce samedi du côté d'Erlisheim. Installez-vous tranquillement, on parle de tout ça juste après la météo. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonsoir à tous. Pour la météo du vendredi 1er février, sortez vos parapluies. C'est la pluie qui nous attend sur l'ensemble du territoire. Côté température, 1 degré à Wissembourg, 2 degrés pour Strasbourg et Bâle. Côté allemand, on gagne 1 à 2 degrés avec une maximale de 4 pour Fribourg. L'après-midi, le temps reste inchangé, pluie et grisaille sont au rendez-vous. Les températures restent normales pour la saison avec 5 degrés sur l'Alsace et le nord de la Suisse, 7 à Karlsruhe et 6 à Baden-Baden. La journée de samedi sera très couverte avec des pluies éparses sur l'ensemble du territoire alsacien avec une maximale de 7 degrés. Le 1er février, on fête les Ella, le soleil se lèvera à 8h01 pour se coucher à 17h27. On gagne 3 minutes d'ensoleillement. Bonne soirée et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et je vous emmène autour du monde ce soir, rien que ça, mais tout ça grâce à Éric Bellion en fait. Bonsoir. Bonsoir. Un navigateur de passage en Alsace, c'est pas extrêmement commun. Et vous venez présenter votre film en fait, qui s'appelle Comme un seul homme, c'est à l'UGC Ciné-Cité ce soir, parce que vous avez bouclé il y a 2 ans maintenant le Vendée Globe. On est dans un pays terrien, il faut expliquer le Vendée Globe, c'est une course autour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, 40 000 km, ça dure 3 mois et demi dans votre cas. Vous êtes filmé pendant ces 3 mois et demi. Vous en avez tiré ce film que vous présenterez. On regarde la bande-annonce dans un instant. Il faut juste préciser que vous avez une expérience de marin et de navigateur, évidemment, mais une petite expérience de course en solitaire. Là, on part pour 3 mois, 4 mois, parfois plus. C'est pas un peu barge quand même comme défi au départ? Avec le recul, c'était peut-être un peu fou, parce que c'est vrai que le Vendée Globe, c'était ma 3e sortie en solitaire sur un bateau comme ça. Mais dans la vie, on a envie de faire des choses comme ça. Et j'avais une cause sur la différence à porter. Donc c'était le meilleur moyen pour moi de la médiatiser et d'en parler. Vous nous faites vivre de l'intérieur pendant plus d'1 heure et demie cette course complètement hors norme, cette aventure humaine, d'ailleurs peut-être plus qu'une course. 40 000 km seul sur les océans du globe, regardez. Que c'est bon. Ah, on est sur le Vendée Globe, ouah. Bateau, tout heureux. J'ai cru abandonner mais 100 fois aujourd'hui. Et la merde, putain, j'ai cassé mon safran. Il y a du dégât là. Il y a du gros dégât. Si demain tout s'arrête, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, je pourrais rentrer en disant que c'était une merveille, que j'ai trouvé ce que je cherchais et que j'ai aucun regret. Mais en tant qu'homme, je suis allé au-delà de ce que je pensais. Je
Faut voir pourquoi je pleure, tout ça, mais je suis vraiment heureux. Voilà pour cette extraordinaire aventure. Il y a des moments dans ce film où on est très jaloux de vous. Quand vous doublez l'Australie, il y a du soleil, tout va bien, vous mettez Down Under à fond, voilà, c'est le grand bonheur. Il y a quand même un paquet de moments où ça a l'air extrêmement difficile. On voit que c'est difficile physiquement, que c'est difficile dans la tête, qu'il fait froid, on prend la flotte plein la figure, tout est humide. On passe par des émotions comme ça extrêmement variées aux deux extrêmes quelque part. C'est ce que je voulais montrer, c'est que dans une aventure comme ça, on va au-delà de sa peur. Et moi, je suis allé au-delà de ma peur et j'ai voulu vraiment montrer le plus sincèrement possible tout le cheminement, le fait de passer par la fatigue, la peur, l'envie d'abandonner, puis le courage d'aller au-delà de sa peur, et puis au-delà de sa peur, de se rencontrer, découvrir les ressources qu'on a en soi. C'est ça qu'on va chercher sur une épreuve comme ça. Je dis pas course parce que pour vous, est-ce que c'était vraiment une course? Non, c'était pas vraiment une course, c'est une épreuve, c'est une aventure? C'était une course, mais c'était d'abord une façon de se découvrir. Et c'est vrai que le bateau, la mer, c'est formidable comme ça. Pour ça, c'est que ça permet vraiment de se rencontrer. On ne peut pas se mentir. La mer, elle n'aime pas les tricheurs. Généralement, ça ne va pas très loin. Et c'est vrai que moi, je suis rentré complètement changé de cette aventure. Et la solitude décuple les émotions? Ben oui, elle décuple les émotions parce qu'on est seul face à toutes les décisions. Et on a des décisions qui entraînent notre intégrité physique tous les jours. Et puis surtout quand on est seul, on peut tout vivre à fond. Quand on est en colère, on peut hurler tout seul. Quand on est triste, on peut pleurer à chaudes larmes. Personne n'est là pour vous regarder et vous juger. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable. Et puis c'est vrai que dans la fatigue, on part dans des spirales négatives. Et dès qu'on arrive à se reposer, hop, ça devient très positif. On fait le yo-yo en permanence. Quand on se filme dans ces moments-là, on se met à nu quand même quelque part aussi, quand on pleure, quand on en a marre, on montre beaucoup de choses quand même de soi. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec ce film. C'est le film, il commence au moment où les zodiacs s'en vont et il se termine quand les premiers zodiacs à l'arrivée arrivent. Donc c'est généralement ce qu'on montre pas dans la course. C'est ce qu'on vit quand on affronte cette peur. Et c'est vrai que c'est dur d'avoir fait ce travail de mise à nu, mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais vraiment que le spectateur, en sortant du film, se dise « j'ai fait le Vendée Globe, maintenant je sais ce que c'est, ce genre d'aventure, je l'ai vraiment fait ». On se rend bien compte, effectivement, avec ces images de l'intérieur. Ça vous tente, Valérie? Vous tenteriez l'expérience? Je n'ai pas ce talent-là, déjà, voilà. Et puis ça a l'air quand même... effectivement, c'est riche en émotions, quoi. Patricia, 3 mois seule sur un bateau, possible? Même pas 3 ans. Moi, chapeau. Chapeau. Grand respect. Ah oui, là, non. Vous disiez, pour parler d'intégrité physique, on se met en danger quelque part parce qu'on est seul au bout du monde parfois. Enfin, il n'y a parfois pas âme qui vive, pas de terre à 100, 500, 1000 km. On a peur pour soi quelque part quand même à certains moments. Alors on est extrêmement bien préparé. Je me suis préparé pendant 2 ans pour vivre cette aventure avec une équipe formidable. Donc on n'est pas des trompe-la-mort. Maintenant c'est sûr que s'il arrive un problème, il n'y a personne qui vient vous chercher. Il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'autres bateaux. On est dans des endroits où il n'y a absolument personne. Donc on a très peur de se blesser, on a peur de tomber à l'eau. Mais on fait très très attention. Donc voilà. On découvre aussi... Il n'y a pas beaucoup d'espace sur un bateau, et on découvre le confort ultra minimaliste. C'est même pas le confort, les conditions ultra minimalistes dans lesquelles on vit, parce qu'on emmène évidemment le strict minimum pour des questions de poids et puis parce que ça va être très long. Il y a un truc qui m'a sidéré, c'est qu'en fait, ça bouge tout le temps. Ça peut paraître bête comme ça, parce que effectivement, on se gare jamais, ça s'arrête jamais. Quand vous lisez, quand vous mangez, quand vous dormez, ça brinque-balle. On a l'impression que vous passez 3 mois et demi dans le tambour de la machine à laver. Enfin, c'est infernal, quoi. C'est ça, et puis vous avez remarqué, ça fait beaucoup de bruit. Parce que c'était un bateau en carbone, donc c'est une caisse en carbone avec un mât de 30 mètres, avec des câbles en carbone. Donc en fait, on est au-dessus de l'eau, on tape dans tous les sens, ça vibre avec le vent. Donc c'est vrai que c'est extrêmement inconfortable, il n'y a rien pour le confort, on dort sur un sac un peu humide, mais on a l'océan aussi, on a des paysages incroyables, et c'est vrai que ça rend bien au cinéma, on voit ces paysages incroyables, on a besoin de rien d'autre, et puis ces bateaux-là, moi j'ai eu une relation très particulière avec mon bateau. C'est ce que j'allais vous demander, c'est ma question suivante. Ce qui m'a surpris, c'est le rapport que vous avez avec lui. Parce que vous lui parlez en fait. Il a un nom, c'est votre poteau, c'est votre coffre-fort, c'est votre roi. C'est un objet quand même. Quel rapport on a? Mais pour vous, il est vivant en fait. Vous lui parlez, il vous communique des choses. On a fait le Vendée Globe à 2. À la fin, c'est marqué « Ils arrivent ». Ouais, on a fait le Vendée Globe à 2. Moi, je suis persuadé que le bateau m'a choisi pour faire le Vendée Globe. Il n'avait jamais fait le tour du monde, ce bateau-là. Donc, tous les deux, on avait notre défi. Et c'est vrai que lui m'a beaucoup porté
Parce que tout le début de la course, j'ai l'impression que j'ai pas les épaules et que je vais abandonner. Et lui est sûr de lui et il avance. Et c'est vrai que pendant ce film, c'est ce qu'on a voulu raconter, que sa part, c'est une machine faite de carbone, et à la fin, c'est un être vivant qui a une âme, un langage. Et voilà, moi, c'est mon ami, c'est toujours mon ami d'ailleurs. Vous dites à un moment vous filmez vous-même dans la cabine, vous dites c'est trop difficile, je ne le referai plus. Quand on vit ça, on se dit qu'on a du mal à rester sur son canapé le dimanche après-midi. C'est quoi la suite? Vous repartiriez ou pour d'autres aventures en tout cas? Bien sûr, l'idée maintenant aujourd'hui, c'est d'assurer la promotion de ce film. J'ai envie que les gens le découvrent au cinéma parce que c'est vraiment un film fait pour le cinéma. Ça serait triste de le regarder sur un écran d'ordinateur ou de télévision. Et puis la suite, c'est un engagement avec Comme un seul homme. On veut démontrer que c'est en faisant des choses différentes avec des gens différents qu'on crée, qu'on réussit durablement et qu'on est heureux. Et donc on a pour engagement de faire que les hommes et les femmes qui nous entourent deviennent des explorateurs et des exploratrices de la différence. Et donc on va partir sur une nouvelle goélette, sur une grande chasse au trésor, à la recherche des clés de l'harmonie tout autour du monde, et on va raconter ça dans une série documentaire à venir. Mais c'est une autre histoire. Il a les yeux qui brillent rien que d'en parler avant. Ça donne déjà envie rien que pour la suite en tout cas, si c'est du même acabit que ce film-là. Allez au Ciné-Cité ce soir, c'est peut-être un peu court, mais foncez si vous êtes à côté, sinon en salle à partir du 13 février prochain. Merci beaucoup Éric Bellion d'être venu nous raconter cette incroyable aventure à découvrir comme dit en images. On va revenir sur la terre ferme, sur les planches même pour être plus précis, avec Patricia Reguer. Vous organisez vendredi et samedi, demain, le 4e édition du festival d'humour du Pays Rhénan. Comment naît ce festival? Juste en quelques mots, comment on fait naître du côté d'Herlisheim un festival dédié à l'humour? C'était un pari familial, tout simplement, une histoire pendant les fêtes de Noël. Il y a 2 festivals qui se font d'humour sur Strasbourg, Drôle de Zèbre et Olcy. Nous, on aimait toujours sortir, aller voir un spectacle. On s'est dit, il n'y a rien au nord de Strasbourg. Et si on le faisait? Moi, j'avais été bénévole dans un festival dans le sud de la France, à une époque. On a dit, eh oui, pourquoi pas? Et allez, on s'est lancé, on a créé notre propre association, on a trouvé des artistes, on a pris des contacts, on a loué la salle sur Herlisheim, c'était en 2016, en janvier, et il y a eu du monde. On a été étonnés, on s'est dit, vu que ça prend bien, d'autres artistes nous avaient déjà contactés entre-temps, on avait fait un tremplin, le gagnant Marion Le Pomme de Belgique a dit, allez, il faut continuer. Puis voilà, maintenant l'aventure continue. Vous avez une filière belge du coup, parce que alors il y a une première soirée le vendredi et le samedi soir. Alors il y a un tremplin avec 4 jeunes artistes, on en parle et on va en voir dans un instant. Et puis il y a un spectacle encore complet derrière. Je propose déjà alors la seule femme du plateau. La seule femme cette année. Marie-Églantine, c'est une jeune belge. Elle fait notamment, elle démarre tout juste sur scène, moins d'1 an. Elle fait aussi des vidéos sur YouTube. Regardez ce que ça donne. Dans quelques jours, j'ai 30 ans. Je comprends pas pourquoi on laisse faire ça. J'étais pas prête. On peut pas recommencer. Je sais pas moi, revenir une dizaine d'années en arrière par exemple? Non, pas possible. Imaginons qu'on ait un bilan décennal. Un bilan décennal à passer. Moi je le ferai tout de suite. Répondez par ou obtenir un diplôme. Trouver du travail. Vivre de ma passion. Ne plus ramener le linge sale à maman. Prendre mon sac à dos et partir à l'aventure. Trouver l'homme de ma vie. Le garder. Me marier. Me marier. Avoir 2 enfants. Un seul. Un demi. Un demi-enfant, éventuellement. C'est des jeunes talents comme ça, on en trouve beaucoup, on en voit beaucoup, on vous en propose beaucoup. Comment on choisit? Oui, donc on reçoit beaucoup de candidatures, de dossiers. Après, on va en voir dans les festivals. Donc on a fait quelques-uns. Elle a été même faire un plateau sur Strasbourg il y a 1 an à peu près, ou même pas. On l'a découverte, ça a été un coup de cœur. Vraiment, entre ce qu'elle dit, ce qui est très très bien écrit, et ce qu'elle représente, c'est vraiment la jeune femme d'aujourd'hui. Je ne veux pas en dire plus parce qu'il faut découvrir 20 minutes de son spectacle. Elle a un spectacle qui commence à tourner, donc elle a participé à quelques festivals. C'est des paris quand même, ou vous savez, vous prenez pas beaucoup de risques, surtout sur des... Si, quand même, on prend des risques, parce que des fois, il y en a qui ne présentent pas non plus ce qu'on a vu forcément. Après, cette année, on a Étienne Cerc qui a gagné le prix du jury au Festival de Bastogne à Belgique. Donc on a vu... Voilà, on suit un peu ce qu'il fait. Il a joué au Québec, c'est déjà pas mal. Patrick Gadet qui vient de Marseille, qu'on a vu au Festival d'Avignon cette année, qu'on suit depuis 2-3 ans. Plutôt mentaliste, donc change encore, voilà. Et Thomas Angelvi, que ça fait c'est un jeune Français, 25 ans, qui démarre aussi, qui a du théâtre. Très J'en ai jeune. un petit morceau pour vous, vous en voulez?
Ah oui, voilà, parce Allez. que vraiment, Thomas Angelvi, ça c'est pareil, hein, c'est samedi soir sur un des 4 jeunes de la pendant partie 20 tremplin. minutes. Alors, premièrement, vérifiez que l'éthylotest est certifié NF. NF. Bah, il est neuf, mon éthylotest. Je l'ai acheté la semaine dernière. Chérie, commence à ouvrir le portail, on va pouvoir y aller. Ensuite, vérifiez la date de validité de l'éthylosex. Un éthylosex a 2 ans de durée de vie. Ah! Comme les escargots. Thomas Angelvi, samedi soir, lui, sur la Samedi, scène de Airlisheim. Il reste des places, vendredi, samedi? Il reste les deux quelques places, oui, on peut toujours réserver. Dépêchez-vous, c'est 4e édition, c'est appelé à durer, c'est le vivier, il est pas intarissable, mais presque, sachant on brasse en niveau francophone large, hein, québécois, belge, c'est tout ça. Il y a des Suisses aussi, aussi africains, donc, enfin, je ne dévoile pas ce qui va être la suite. On réfléchit sérieusement à la 5e édition. On n'en dit pas plus pour le moment, mais oui, il y a ma fille, ma nièce, mon neveu qui sont derrière. Une vraie entreprise donc familiale. voilà, ça suit. Je pense que c'est amené à peut-être même à bouger. Donc c'est vraiment, c'est à 20 minutes au nord de Strasbourg, pas très loin. On prend l'autoroute et hop, c'est direct. On y est. En plus cette année, l'animation est faite par la compagnie d'impro, les Vendémo de Vendenheim. Donc il y a un peu d'impro. C'est vraiment tous les styles d'humour, c'est ce qu'on recherche. Il n'y a pas de grande tête d'affiche. Le prix reste... Les talents de demain à découvrir. Il y en a qui sont déjà bien installés. Didou, qui va la faire à la clôture, a été au théâtre Point Virgule à Paris. C'est quand même déjà une belle référence. En un an, il a bien monté. On souhaite la Ça se passe chose vendredi et samedi du côté de Airlisheim. Longue vie en tout cas à ce festival. Merci Bonne soirée, beaucoup. bon courage pour ces 2 jours qui s'annoncent intenses. Éric Bellion, je vous libère également. Direction le Ciné-Cité de Strasbourg où votre public vous attend nombreux, j'espère, en tout cas pour découvrir ce film Comme un seul homme. Merci beaucoup d'être passé par l'Alsace et par le plateau d'Alsace 20. On se retrouve dans quelques instants juste après la pub pour parler terroir et logement. À tout de suite. Et tous les jeudis, elle nous fait découvrir le meilleur de nos terroirs. C'est bien sûr Épicurien avec Valérie Zago. Au sommaire, Grand Cru Forbourg, le domaine Joseph Grus, un livre passionnant. Et pour finir, mon coup de cœur, un chinon vieille vigne. Alors le Forbourg déjà, expliquez-moi d'où ça vient. Alors Forbourg vient de la déviation de fort qui veut dire devant et de berg et non bourg qui signifie colline. En fait, il porte très bien ce nom, ce grand cru, parce qu'il est protégé par le petit et le grand ballon. Du coup, il y a une pluviométrie qui est faible, un terroir plutôt solaire, précoce et avec une très belle maturité des raisins. Que vous m'avez classé dans les terroirs calcaro-gréseux. Exactement. Alors, il a une surface très importante, de 73 hectares, même un peu plus, mais il est très homogène. C'est un grand cru qui a la particularité d'être une bande étroite, très allongée, plutôt à mi-coteau, là où il situe les plus belles parcelles. La particularité également, c'est qu'il a quand même quelques nuances. Au nord, on est plus sur un terroir profond avec de la marne. Et au sud, on est sur un terroir plutôt pauvre, caillouteux, avec le fameux calcaire jaune de Rouffach et une pointe de fer. Et selon les vignerons de ce grand cru Forbourg du côté de Rouffach, pour préciser quand même sa situation géographique, tous les cépages se portent à merveille sur ce grand cru. C'est quoi, des vins plutôt puissants du coup? Alors ce sont des vins puissants, minéraux, mais qui conservent toujours de l'élégance. La partie argile va donner ce côté un peu plus massif et le côté minéral et salin est provoqué par la présence de la roche. Le pinot noir est particulièrement reconnu sur ces parcelles. Ah oui, le pinot noir est reconnu depuis toujours d'ailleurs. Déjà à Rouffach, il y a 200 ans, le pinot noir se vendait plus cher que le pinot blanc, que les vins blancs en général. Et à l'heure actuelle, ils cherchent à ce que le pinot noir soit revendiqué en grand cru. C'est en cours, certainement en 2020. Donc ça, c'est une particularité vraiment à reconnaître sur ce grand cru. Après, ça donne des vins qui sont puissants, qui ont une particularité d'être sur des caractéristiques de graphite, de mine d'acrayon un peu réglissées, toujours les robes relativement sombres dues à la présence de fer, de très grands vins rouges à respecter par la température de service, entre 14 et 15 degrés. Ne les servez pas froids, c'est vraiment dommage pour cette qualité de vin.
Et vous nous avez choisi évidemment un domaine à mettre à l'honneur. Le domaine Grus, qui est pour notamment son pinot noir, le Grand V. On a rencontré André Gus, on regarde. Alors c'est vrai que tous les cépages réussissent bien dans ce terroir, mais celui que je préfère aujourd'hui le plus, c'est le pinot noir, puisque on cherche aujourd'hui à revendiquer le pinot noir en grand cru dans le Fort-Bourg. Il aime bien les viandes rosées. J'imaginerais bien un pigeonneau rôti farci au mori avec son petit gratin dauphinois. Alors là, j'ai eu un coup de cœur pour un Sylvaner 2007 d'une très vieille vigne qu'on a arrachée depuis. C'est un Gewürz 1985. Et connaissant le potentiel de garde du Grand Cru, à mon avis, elle a encore de beaux jours devant elle. Et l'objet de la semaine, Valérie, alors c'est un livre cette semaine. C'est un livre qui s'appelle Le parfum du vin, petit livre extrêmement bien illustré, très complet. Il va vous faire voyager parmi tous les parfums du vin. Alors ça va sur la partie florale, mais c'est très précis en termes de découpe des familles. Ça va sur les plantes aromatiques, même sur les arbustes floraux. Il y a même les défauts du vin. Très joli ouvrage, bien illustré. Notamment, vous avez toujours les photos et forcément, par exemple, là on parle du romarin, l'histoire, l'étymologie, également le type d'arôme qu'on va retrouver dans les cépages et les vins. Un bel outil aussi pour l'initiation à la dégustation que vous pouvez coupler avec les petites fioles d'arômes à sentir. Très joli outil. Voilà. Indispensable le parfum pour du vin. Les spécialistes. Votre coup de cœur de la semaine? Alors, mon coup de cœur de la semaine, direction la Loire pour l'appellation Chinon. Donc, on est à un 100% Cabernet Franc. Le domaine, c'est Fabrice Gasnier. C'est un vigneron bio, l'une des références en Chinon. On est vraiment sur une très belle maturité de raisins. Les raisins sont très mûrs. C'est de la vieille vigne, tout petit rendement, moins de 35 hecto à l'hectare. Ça donne pas ces déviances de poivrons qu'on peut avoir sur des Cabernet Francs qui ne sont pas assez mûrs. Le nez est très expressif sur des fruits noirs, des fruits rouges, un côté poivré, épicé, un peu mentholé. En bouche, c'est rond, c'est soyeux, c'est concentré. La longueur en bouche est remarquable. Les tanins sont présents mais fondus. Très joli coup de cœur pour ce Chinon qui est bien représentatif de son appellation et ça permet déjà d'appréhender d'autres grands Chinons. Voilà. On est sur quelle fourchette de prix? On est à 11,50 €. Ce qui est complètement raisonnable. Très raisonnable pour cette qualité de vin. Merci beaucoup Valérie, vous retrouvez évidemment cette référence et toutes les autres sur le site apicurien.fr et on rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci beaucoup Valérie, Merci. Vous restez bien sûr avec nous. Il est l'heure de parler logement comme chaque jeudi, c'est tout de suite, c'est dans le magazine du logement et de l'habitat avec la Cibar. Et on va parler logement ce soir, on va parler résidence senior. Peut-être êtes-vous concerné par cette question, on en entend de plus en plus parler en tout cas. À qui s'adresse-t-elle? À qui y a droit surtout et à quelles prestations correspondent-elles? On va en parler avec Frédéric Pligersdorfer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Markolsheim parce que alors, les communes sont en première ligne. Quelles demandes vous remontent du coup du terrain de vos administrés par rapport à ce type de résidence? Alors oui, on est en premier rang puisque les concitoyens s'adressent à nous. Pour autant, au-delà de ce qu'on ressent et de ce que nous disent les personnes, on a besoin de quantifier les choses et de voir s'il y a vraiment des changements dans la société à cet égard. Et donc, on a souhaité faire une étude de besoin, tout simplement pour connaître à la fois notre territoire et savoir comment les choses allaient se profiler dans les 15-20 ans à venir. C'est lié à la typologie des populations, enfin au vieillissement de la population, au fait de vieillir entre guillemets un petit peu différemment et pas forcément tout à fait. Forcément chez soi. Alors, il y a une vraie préoccupation des secteurs ruraux par rapport à cette question. Mais oui, alors il y a j'allais dire, trois grandes caractéristiques. D'abord, la population vieillit en nombre. Moi, sur mon territoire, c'est un tiers des personnes qui ont plus de 65 ans. La seconde chose, c'est que nous vivons heureusement plus longtemps. Mais le prix est quelquefois peut-être un peu pénible puisque
les années passant, on a de plus en plus peut-être de mal à se déplacer. Les logements paraissent moins bien équipés, ou voire même dangereux. Et la dernière chose qu'il ne faut pas oublier non plus, surtout en ce moment, c'est que les populations plus âgées sont souvent aussi des populations à revenus moindres. Et c'est une dimension importante quand il s'agit de se préoccuper des logements. Et donc sur votre commune, on a notamment déconstruit un bâtiment pour le reconstruire, le reconvertir en résidence senior. Fanny Kuhn s'est penchée sur ce chantier et regardez. Markolsheim ne dispose que d'une maison de retraite. C'est pourquoi la municipalité se rapproche de la société immobilière du Bas-Rhin afin de réaliser un bâtiment pouvant accueillir des seniors tout en les maintenant à domicile. La Cibar étant propriétaire d'une ancienne caserne de gendarmerie face à la mairie, la vieille gendarmerie est détruite, place maintenant à la future résidence senior. Là-dessus est venue se greffer également une opportunité par rapport à un besoin au niveau de la commune, où ils sont un peu à l'étroit avec leur marché couvert et leur stationnement. L'idée a germé de dire pourquoi on ne ferait pas un partenariat pour réaliser l'extension du marché couvert sur le front de rue et intégrer donc le stationnement complémentaire également qui représente une nécessité pour la commune. Soumise aux normes et directives des architectes des bâtiments de France, la Cibar propose une construction traditionnelle, avec une toiture qui devrait parfaitement s'intégrer dans l'environnement urbain à proximité. La future résidence senior aura une capacité de 19 logements, 9 T2, 8 T3 et 2 T4. Le conseil départemental, qui est le délégataire d'aide à la pierre, donc nous a délivré l'agrément pour la réalisation de cette résidence senior. On est aujourd'hui en phase de dévolution des marchés de travaux. Donc l'objectif, c'est quand même de démarrer la construction avec l'extension du marché couvert au printemps de cette année. Les résidents devraient pouvoir déposer leurs valises d'ici 18 mois au plus tôt. La Cibar se donne pour objectif d'inaugurer la résidence avant l'été 2020. Frédéric Piegersdorfer, le challenge de ce genre de construction, c'est ça, c'est de plus faire des bâtiments monothématiques, entre guillemets isolés qui seraient à côté, mais de les intégrer véritablement plus au cœur de ville avec d'autres activités, d'en faire des éléments de la ville à part entière. C'est ce qui a été retenu par le conseil départemental et donc par la Cibar, parce que derrière il y avait un projet, on essayait de démontrer, je dis on, c'est un on collectif, la collectivité et la commune, on essayait de démontrer qu'il pouvait y avoir un plus que de vivre dans ce centre-ville. Et ensuite, c'est gagnant-gagnant, puisque non seulement nous rendons ce service aux populations âgées qui veulent poursuivre un parcours résidentiel, et par ailleurs, nous densifions notre centre-ville, et d'une certaine façon, nous participons à le conforter, ce qui est aussi une des problématiques pour les communes de la taille de Markolsheim en ce moment. C'est quoi? C'est un choix qui n'est pas forcément le choix le plus économique à très court terme, mais il y a une vraie dimension politique au sens plus large. Alors, je dois reconnaître qu'on n'a pas parlé économie avec la Cibar, mais il va de soi que si les gens continuent à vivre en centre-ville, c'est un centre-ville qui vit et tout le monde en profite. Vous savez déjà qui va habiter, qui va pouvoir habiter dans cette résidence senior? Comment on choisit, comment on candidate, comment on choisit les dossiers? Oui, c'est le plus. J'ai dit que un des points qui nous avait beaucoup frappé, c'est de voir une forme de paupérisation. Or, sur le marché, pardonnez-moi l'expression, il existe des produits, mais ces produits se destinent à des gens qui ont les moyens. Or, nous, à Markolsheim, d'abord, on a une tradition de logements sociaux et on s'est aussi préoccupé de savoir est-ce qu'une personne à la hauteur du minimum vieillesse, faut savoir que 40% des personnes de plus de 70 ans à Markolsheim gagnent au moins de 1 000 € par an. Donc c'est vraiment le public que nous avons souhaité viser. Et en ce qui concerne les modalités, la mairie est ouverte, les gens viennent se signaler. C'est tout un travail qu'on a conduit sur 10 ans, donc l'interconnaissance joue beaucoup. Il y a eu beaucoup de volontaires qui se sont investis pour faire les recensements. Et donc tout ce panorama des personnes qui pourraient être intéressées, on les connaît au jour le jour. C'est la mairie qui réceptionne les dossiers, qui choisit, qui attribue. C'est la mairie qui va réceptionner les dossiers de concert avec la Cibar et on va travailler ensemble à affiner les profils. C'est pour finir une nouvelle politique entre guillemets du logement. On fait de la couture fine. Là, on n'est plus dans des programmes, dans des ensembles. On essaye de coller au plus près des besoins. Sur un territoire rural, vous ne pouvez pas importer des pratiques qui sont d'un autre lieu, d'une autre géographie. Donc c'est la raison du travail fin pour savoir ce que voulaient les gens, quelles étaient
leur profil. On a beau dire la population vieillit, c'est pas parce que vous allez construire des bars où vous aurez 3 millions de personnes qui pourront vivre qu'on résoudra le problème, pas du tout. Sacré challenge, on suivra évidemment ce chantier livraison dans... Alors, livraison, 18 mois après le premier coup de pioche, on a effacé la gendarmerie et on espère qu'au printemps, le chantier commencera. Merci beaucoup Frédéric Dugersdorfer d'être venu sur ce plateau ce soir nous éclairer sur tous ces sujets qui concernent effectivement l'ensemble de la population, mais notamment effectivement ce genre de territoires ruraux. Merci encore. Merci à vous. Pour votre venue, Patricia Riguer. On rappelle les dates, vendredi et Demain samedi. et samedi. Festival d'humour du Pays Rhénan, avec une soirée tremplin notamment samedi soir. Voilà. Il reste des places, où est-ce qu'on trouve ça? Vous allez sur internet, Festival d'humour du Pays Rhénan, il y a tout ce qu'il faut. À la salle voilà. à Herlisheim. Et ils peuvent téléphoner aussi, il y a le numéro. 4e édition. Merci donc beaucoup. C'est bien Herlisheim, au nord de Strasbourg. Oui, c'est vrai qu'il y a deux, voilà. deux Herlisheim. Il y a les deux. Les Orinois ne se précipitent pas. Quand j'entends Marsolzheim, c'est ça qu'il faut préciser. Voilà. Il y a eu trop d'erreurs de géographie ce soir. Voilà, merci beaucoup en tout cas et longue vie à ce beaucoup. festival. À Herlisheim, Bas-Rhin. Donc Valérie Zago, voilà. on vous retrouve jeudi prochain évidemment. Vous savez déjà où vous nous emmenez? Pas encore. Point encore, surprise. Très bien. Merci en tout cas pour cette visite de nos terroirs et nos découvertes. Demain soir, vous retrouverez Anna Britz aux manettes de cette émission Camille Roland au JT. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Salut.